Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vue de l'espace, c'est une coulée verte qui sépare l'Afrique en deux, une ceinture luxuriante qui s'étend sur 4 millions de kilomètres carrés, plus de 6 fois la France. Les forêts du bassin du Congo, à cheval sur 6 pays, sont aujourd'hui le dernier grand puits de carbone forestier au monde. En leur sein s'épanouit une riche biodiversité, des grands et petits singes, des buffles, des éléphants et un bon millier d'espèces d'oiseaux. Et bien sûr, les dizaines de millions d'humains qui en vivent. Sur le fil a souhaité vous en parler après la publication par l'Observatoire Global Forest Watch d'un rapport qui souligne un niveau de destruction sans précédent des forêts tropicales en 2024, accéléré notamment par de grands incendies. Les forêts tropicales d'Asie du Sud-Est rejettent déjà plus de CO2 qu'elles n'en absorbent, tandis que l'Amazonie serait sur le point de basculer en déficit. Restent donc les forêts du bassin du Congo, qui sont encore, comme je vous le disais au début, un vrai puits de carbone, avec 600 millions de tonnes de CO2 absorbées chaque année, soit 2/3 des émissions de la France en 2023. Toutefois, la déforestation galope aussi dans le bassin du Congo. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible d'inverser la tendance. Pour en parler, Sur le fil a invité l'économiste Alain Carsanti, l'ingénieur forestier Paolo Cerutti, ainsi que notre correspondant à Brazzaville, Lode Martial Mbon. Sur le fil. Oui, je viens effectivement du département des Plateaux, au centre du Congo, le département qui a changé de nom. Aujourd'hui, c'est le département de Nkinyadema. La forêt a réellement disparu dans certaines zones. J'aimerais partager avec vous le témoignage de notre correspondant à Brazzaville. Pour lui, c'est très concret, même si la République du Congo est l'un des pays les moins touchés de la région. En l'écoutant, j'ai tout de suite compris à quel point la disparition de la forêt peut complètement bouleverser la vie des gens. Au Congo-Brazzaville, la forêt couvre encore près de 70% du territoire et beaucoup d'habitants en dépendent. Nos vieux parents, ils faisaient la chasse, c'était autour du village. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout a reculé, tout est parti loin. C'est difficile de trouver un animal. Près de là où on vit, c'est difficile d'avoir du gibier parce que tout simplement, la forêt a été coupée. L'État met en place des pratiques pour replanter la forêt parce que nous le savons tous, c'est pas évident qu'un humain vive sans la forêt. Près de 30% de la couverture forestière régionale a disparu depuis 2001, selon le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. Mais les forêts tropicales primaires et les tourbières de la région jouent encore un grand rôle pour le climat. On l'observe au cœur d'un site magnifique situé dans le nord-est de la RDC, dans la réserve de la biosphère de Yangambi. La réserve est dotée depuis 2020 de ce que l'on appelle une tour à flux de 55 mètres de haut qui permet de quantifier le carbone absorbé. Sur place, Paolo Cerutti nous expliquait déjà en 2022 l'importance de ces forêts. On commence à avoir des preuves que l'Amazonie devient plutôt un émetteur. Et alors, tous les efforts, beaucoup d'efforts des scientifiques et des chercheurs sont visés sur le bassin du Congo et notamment la RDC qui a 160 millions d'hectares de forêts qui sont encore dans un état capable d'absorber et pouvoir contribuer à cette lutte au changement climatique. Mais comme me l'a expliqué Alain Carsanti, la RDC n'est plus épargnée. Il est spécialiste de l'économie de la forêt au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. Il y a des pays qui sont plus peuplés, comme la République démocratique du Congo ou le Cameroun. Sans surprise, c'est dans ces deux pays, et surtout la République démocratique du Congo, qu'on a eu de très fortes augmentations de la déforestation, ces dernières années. La RDC était numéro 2 ou numéro 3 au niveau mondial en termes de surface perdue. Et contrairement au Brésil, ce n'est pas forcément lié aux vastes étendues détruites pour l'élevage bovin, mais d'abord à l'utilisation traditionnelle du bois de charbon pour cuire les aliments et à la petite agriculture vivrière et itinérante.
Paolo Ceruti, qui dirige l'antenne en RDC du Centre de recherche forestière internationale, m'a expliqué les principes de cette agriculture qui au départ était plutôt vertueuse. Vous coupez la forêt qui est mise à disposition par les chefs de village ou par votre groupe ethnique. Vous coupez, vous mettez les semences que vous trouvez, vous mangez ce que vous avez cultivé ou vous vendez une partie. Vous dites, j'ai 10 hectares, j'ai fait 1 hectare par an et quand je reviens dans 10 ans sur les mêmes hectares de cette année, il y aura la forêt qui s'est redéveloppée. Donc pour cultiver, les paysans défrichent des parcelles de forêt. Traditionnellement, ils les laissent ensuite en repos, parfois même pendant 10 ans. Mais comme il y a plus de bouches à nourrir à cause de la croissance démographique, les jachères ne sont plus aussi longues. Et donc la terre n'a plus le temps de se régénérer et elle produit moins. Et du coup, on arrache encore plus de terre à la forêt. Disons, cette rotation a lieu tellement en vitesse, on est dans certains endroits, on mesure 3 ans, 4 ans, 2 ans parfois, à cause de l'augmentation de la population. Bien sûr, si j'ai besoin de manger 10 kilos de maïs, je dois trouver ces 10 kilos sur une nouvelle terre. Et cette nouvelle terre, c'est dans la forêt qui est à côté. C'est un cycle infernal et pas seulement au niveau du rendement des terres qui s'appauvrissent. Car si la forêt disparaît, cela perturbe aussi les cycles de l'eau et la sécheresse s'installe. Il ne faut pas l'oublier, avec le phénomène de l'évapotranspiration, la forêt amène aussi la pluie. Et pour l'anecdote, quand Paolo Ceruti parlait, une pluie diluvienne a commencé. Désolé, il y a une énorme pluie qui est commencée. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est bon. Si vous m'entendez, c'est bien. Aujourd'hui, pour moi, il y a encore beaucoup d'espoir. On doit être très positive et propositive pour que les forêts du bassin du Congo ne soient pas touchées aussi gravement que l'Amazonie l'est aujourd'hui, surtout par les sécheresses. La solution passe donc d'abord par de nouvelles pratiques agricoles. Donc on n'arrivera pas à résoudre le problème si on n'a pas des investissements massifs pour apporter aux paysans d'Afrique centrale des techniques, la rotation parcellaire, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir avoir des rotations précisément pour éviter d'aller couper de la forêt pour retrouver de la fertilité, la culture de légumineuses, le fait de faire du compost, le fait d'intégrer éventuellement de l'élevage là où c'est possible, et toute une série de choses autour des engrais, autour de la manière finalement de cultiver et d'utiliser les dynamiques naturelles. C'est ce qu'on peut appeler de l'intensification écologique. J'insiste sur le côté écologique, c'est-à-dire qu'on a un côté intensification qui est nécessaire, il faut augmenter les rendements par hectare, c'est absolument fondamental pour pouvoir économiser de l'espace, et écologique parce que il est tout à fait important de ne pas détruire les sols à travers, disons, une fertilisation qui soit malmenée. Et comme le précise Paolo Ceruti, la région a encore besoin de données fiables, car les études divergent sur les conséquences du changement climatique à l'échelle locale. Les modèles de changement climatique pour le Congo, par exemple, vous avez des modèles qui vous disent que la pluie, l'humidité, la pluie va augmenter, donc les terrains, les forêts seront plus humides, à des modèles qui vous disent que les terrains seront plus sèches, que les forêts vont se sécher. Que si demain ici ça devient plus sèche, vous commencez déjà une typologie d'agriculture, mais si les sols deviennent plus humides, vous changez votre méthodologie. Certainement, vous ne faites pas la même chose. Enfin, pour l'avenir, d'autres menaces pèsent sur la forêt, comme l'exploitation minière qui représentait déjà en 2019 près de 90% des exportations de la RDC. On a beaucoup les minerais de transition pour le cobalt, coltan, etc. On prend effectivement conscience, même si ça reste très loin derrière l'agriculture, des impacts tout à fait problématiques de ces exploitations, ou des petites exploitations minières artisanales. On en a beaucoup en RDC, mais on en a beaucoup au Cameroun également. Et puis surtout, en ce moment, l'orpaillage, avec les prix de l'or, est en train de prendre une dimension absolument considérable. Et pratiquement dans toutes les forêts, on trouve maintenant de l'orpaillage illégal. Donc ça pose un véritable problème. Écoutez le gouverneur du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, Jean-Jacques Porosi. C'était en octobre 2024, au micro de mon collègue de l'AFP-TV, Glody Mourabazi. Pour lui, les entreprises chinoises sont en cause.
Ils installent leurs machines dans les zones minières et puis commencent à exploiter, détruisant les rivières parce qu'ils injectent des produits chimiques dans les rivières, notamment du mercure. Et là, nous avons constaté que la vie animale et sauvage elle est complètement décimée dans des grandes rivières, causant des maladies terribles. L'environnement est détruit. Vraiment, la vie est paralysée. Et puis, impossible de l'oublier, il y a l'extraction pétrolière. Au Gabon, par exemple, selon des données citées par le quotidien Le Monde, 19 contrats pétroliers recouvrent près de 11% de la superficie des réserves naturelles nationales. Que ce soit en RDC, que ce soit au Congo, par exemple, ou au Cameroun, vous avez des permis gaziers, des permis pétroliers qui sont délivrés sur des zones où on ne devrait absolument pas intervenir, ou sur des aires protégées. Et donc là, on a une contradiction entre un discours qui est de dire il faut nous rémunérer pour les efforts que nous faisons et que nous avons fait dans le passé pour conserver nos forêts. La preuve, ce sont des puits de carbone. Et la réalité, effectivement, des pratiques notamment d'attribution d'un certain nombre de concessions pétrolières ou autres. D'où l'importance d'une bonne gouvernance. Il y a des questions de gouvernance, il y a des questions de lutte contre la corruption, il y a des questions bien sûr de formation des gens pour qu'on ait des administrations qui soient efficaces. Au bout du compte, c'est quand même la volonté politique qui va être déterminante dans ces pays, quels que soient les conseils qu'on puisse donner ou quelles que soient les aides de coopération. Il y a des efforts notamment au Gabon, selon lui. Par exemple, pour encourager une exploitation responsable de la forêt, l'État promet des ristournes fiscales à ceux qui respecteraient les normes internationales de certification. Et que faire à l'échelle du consommateur européen? C'est la dernière question que j'avais pour Paolo Cerutti. Et voici sa réponse. Et donc, en tant que consommateur, chaque produit a sa propre réalité. Et si je veux m'assurer que, par exemple, les agriculteurs de la RDC qui aujourd'hui produisent du café aient un rendement par hectare en termes de revenus meilleur, là pour moi ça revient aussi à la responsabilité. Il peut le demander. D'ailleurs pour moi ce n'est plus une question de il peut, il doit. Sur le fil revient demain. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela-Kiffer. Avant de partir, je vous rappelle qu'on attend vos témoignages sur des projets constructifs un peu partout en France dans le cadre de notre projet Sur le fil en été, le Tour de France des bonnes idées. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse quelques éléments dans la fiche de description. Merci et à très bientôt.